L'angoisse, quel phénomène formidable! À notre époque, combien de patients sont venus à nous, mus par les désirs de ne plus souffrir de leur angoisse? Quel moteur plus puissant que l'angoisse pour se décider à rencontrer un psychothérapeute ou un psychanalyste? Bien sûr, cela n'est pas le cas de tous, puisque bon nombre de resquilleurs se contenteront des anxiolytiques prescrits par le médecin traitant. Il n'en reste pas moins que l'angoisse est probablement à considérer de nos jours comme l'étaient les symptômes de conversion de la fin du 19e et du début du 20e siècle, c'est-à-dire comme un puissant facteur de travail, de rencontres cliniques et donc de matière à la connaissance de la psyché humaine. Pour le clinicien désireux de travailler avec les pistes de travail dégagées par Sigmund Freud puis Jacques Lacan, le travail avec le patient angoissé permet une excellente mise en lumière des subtilités qu'exige l'incarnation de la position de semblant d'objet petit a et de l'impossible rencontre qui accourt dans le moment psychanalytique. Pour quelle raison? Eh bien, c'est l'idée que je souhaite développer ici et maintenant. La clinique de l'angoisse permet tout d'abord d'illustrer, on l'a dit ce matin, les formidables capacités de tromperie du moi, de l'appareil psychique. Prêt à tout pour se débarrasser de cet éprouvé qui lui est si désagréable jusque dans son corps, prêt à tout si ce n'est à s'intéresser à la question de son manque et donc de son désir. Une patiente qui me rend visite en ce moment nous fournit un bel exemple de cet exercice. Venue en consultation pour des crises d'angoisse fréquentes et importantes, elle déploie un arsenal impressionnant de solutions afin de calmer son angoisse. Exercices de respiration, sophrologie, lecture sur l'angoisse, séances de méditation seule et en groupe, yoga et traitements médicamenteux. Bien entendu, ces solutions n'ont rien de fondamentalement mauvais en elles-mêmes, mais dans le cas de cette patiente, il apparaît au fur et à mesure de ces séances qu'elle constitue un bricolage qui vise à être perfectionné grâce à sa psychothérapie pour atténuer l'angoisse le plus possible, mais sans jamais s'y intéresser. Elle refuse par exemple d'identifier la pensée qui précède une crise d'angoisse, martelant avec force que la crise survient par hasard, sans aucune pensée, ou sans qu'elle n'y soit pour quelque chose. Au cours de ces séances, elle insiste sans cesse à quantifier les bénéfices apportés ou non par chacune de ces solutions, en se demandant s'il y en aurait d'autres, voulant des conseils et refusant catégoriquement d'associer librement ses pensées. Ainsi s'installe un système parfaitement rodé. L'angoisse survient, elle met en œuvre ses solutions pratiques, elle en parle en psychothérapie, se plaint que la psychothérapie n'avance pas, refuse les indications, puis cela recommence. C'est là un autre caractère formidable de l'angoisse, puisqu'à l'instar du transfert, elle constitue tout à la fois un puissant levier thérapeutique et en même temps une considérable source de résistance. D'un côté, l'angoisse concourt activement au déroulement de la cure, en favorisant l'installation et la naissance justement de la relation de transfert, puisque le patient rencontre une écoute, qui permet une décharge préliminaire de son affect par la voie de la parole. Cette décharge initiale est bien entendu essentielle, et parfois même très apaisante, mais non suffisante pour liquider l'affect qui nous occupe. D'un autre côté, l'angoisse s'avère être un puissant nid de résistance, puisque la recherche éperdue de solutions miracles, la volonté de comprendre, d'expliquer ou d'obtenir des conseils sont autant de manœuvres du moi qui sont pour le clinicien à récuser avec délicatesse, sans quoi elles n'auront pour finalité que de tourner sur elles-mêmes sans véritable effet clinique. Cette volonté d'intellectualiser le phénomène de l'angoisse est souvent omniprésente lors des premières rencontres avec le clinicien. C'est là un mécanisme tout à fait humain, puisque la survenue de l'angoisse induit une situation où le moi est effrayé de ce quelque chose qui le submerge, qui le dépasse, qui est plus fort que lui. Le moi de l'appareil psychique, débordé par l'afflux d'excitation interne, cherche à redevenir maître en sa demeure, essayant de comprendre pour reprendre le contrôle. Pourtant, ce processus qui vise à intellectualiser l'angoisse est vain. Preuve en est que le patient démuni s'est déplacé pour venir à sa séance. Si l'intellectualisation fonctionnait vraiment comme processus de guérison et non comme mécanisme de défense, il n'y aurait tout bonnement aucune raison de rencontrer un psychothérapeute ou un psychanalyste. Il arrive toutefois que le moi du patient ne cède pas de cette logique d'intellectualisation, ce qui peut mener à l'abandon de la psychothérapie ou de la cure psychanalytique.
Dans cette perspective de comprendre l'angoisse à tout prix, il n'est pas rare d'entendre chez les patients, surtout ceux nés en Occident, cette idée de vouloir remonter à un souvenir traumatique enfoui, un événement marquant, qui constituerait la source unique de leur angoisse, et dont la réminiscence provoquerait dans cette logique une levée immédiate de l'éprouvé en question. Il s'agit sans doute là d'un héritage culturel, issu des premiers travaux de Joseph Breuer et Sigmund Freud, dans les études sur l'hystérie avec la méthode cathartique. Cette vision simplifiée de l'appareil psychique humain est d'ailleurs toujours largement relayée par la culture populaire, au travers de séries ou de cinéma. En témoigne la série Ratched, sortie cette année sur Netflix, dans laquelle un psychiatre guérit temporairement une patiente à la suite d'une séance d'hypnose, qui permet à cette patiente de se souvenir d'une violente agression qui n'était jusqu'alors pour la patiente plus accessible à sa conscience. Cette lecture spontanée du problème constitue un triple piège. D'abord parce qu'elle ne rend pas compte de la complexité du fonctionnement de l'appareil psychique humain. Ensuite parce qu'elle présente la tentation pour le patient de s'installer comme objet purement passif face à une hypothétique situation vécue, en passant sous silence sa responsabilité dans son vécu de ladite situation. Enfin, parce que cette lecture permet au patient de placer le savoir à un endroit perdu, duquel il constate simplement, impuissant, qu'il lui est impossible d'en découvrir ou d'en dire quelque chose. Or, c'est là que la traversée de bout en bout de l'œuvre freudienne nous renseigne, puisque dans Le Moi et le Ça, presque 30 ans après les études sur l'hystérie, un glissement majeur s'opère dans la pensée freudienne. Dans la cure psychanalytique, il ne s'agit plus pour le patient de découvrir ce qui a été enfoui, mais il est désormais question de représenter l'irreprésentable. C'est cette même logique qui est déclinée implicitement par Freud une année plus tôt, dès 1919, dans l'analyse du fantasme « Un enfant est battu ». En effet, dans le processus de constitution du fantasme de fustigation, la deuxième étape de la constitution de ce fantasme, qui est un moment qui demeure inconscient, nous dit Freud, va pouvoir être construite à travers la cure psychanalytique et non découverte. Un peu plus tard, les travaux de Jacques Lacan nous permettent de nous repérer cliniquement par rapport à cette notion d'accès à la conscience. En septembre 1953, dans le discours de Rome, Lacan aborde l'idée que les nœuds propres aux inhibitions, aux symptômes, à l'angoisse, sont là pour être dénoués et non pour être entérinés, avant de nous dire ceci. Je le cite. « On comprend donc pourquoi il est aussi faux d'attribuer à la prise de conscience le dénouement analytique. Que vain de s'étonner qu'il arrive qu'elle n'en ait pas la vertu. Il ne s'agit pas de passer d'un étage inconscient, plongé dans l'obscur, à l'étage conscient, siège de la clarté, par je ne sais quel mystérieux ascenseur. C'est bien là l'objectivation, par quoi le sujet tente ordinairement d'éluder sa responsabilité. Et c'est là aussi où les pourfendeurs habituels de l'intellectualisation manifestent leur intelligence en l'y engageant plus encore. Il s'agit en effet non pas de passage à la conscience, mais de passage à la parole. N'en déplaise à ceux qui s'obstinent à lui rester bouchés, et il faut que la parole soit entendue par quelqu'un là où elle ne pouvait même être lue par personne, message dont le chiffre est perdu ou le destinataire mort. » Fin de la citation. Toujours chez Lacan, il nous faut dire que le séminaire livre 10 consacré à l'angoisse, 10 ans après le discours de Rome, donc en 1962-1963, marque chez Lacan ce que Gilbert Dyadkin caractérise comme la fin du retour à Freud. Puisqu'à partir de ce moment-là, Lacan ne va plus seulement dire que jusqu'à lui, Freud a été mal lu ou lu trop vite, mais il va commencer à prendre des positions beaucoup plus tranchées vis-à-vis d'une série de problèmes et de questions, donc jusque-là traitées par Freud, que Lacan désigne comme des vacillations dans la doctrine freudienne. Citons ici une divergence fondamentale dont on a un petit peu parlé ce matin, mais qui apparaît entre Freud et Lacan à ce moment-là, à propos du rapport à l'objet. Puisque chez Freud, c'est le manque de l'objet qui induit l'angoisse, alors même que chez Lacan, c'est son imminence. Puisque survient alors le risque qu'il n'y ait plus de place pour le manque et le désir. Autrement dit, dans le texte chez Lacan, lorsqu'il est question de l'angoisse, je le cite, « Il ne s'agit pas de la perte de l'objet, mais de la présence de ceci,
que les objets, ça ne manque pas. Fin de la citation. Dans la perspective lacanienne, l'angoisse survient donc, comme on l'a vu ce matin, lorsque le manque vient à manquer. La rencontre psychanalytique s'inaugure par une incompréhension fondamentale. Grâce à une demande du patient qui ne trouvera pas de réponse chez le clinicien. Cette incompréhension est d'ailleurs essentielle, au sens de essence, à toute relation humaine, mais se trouve particulièrement mise en lumière dans une rencontre psychanalytique. Et encore davantage avec le patient pétri d'angoisse, en quête de solutions immédiates pour soulager son mal-être. Persuadé que le clinicien détient le savoir sur ce compagnon envahissant qu'est l'angoisse, ces êtres en souffrance peuvent donner du fil à retordre au clinicien, qui se trouve sommé de trouver une solution ou de rassurer, d'en dire plus, autant de directions qui ne produiront pas d'effet clinique. C'est ça, l'impossible de la rencontre psychanalytique. Le clinicien ne peut pas se trouver là où il est attendu par le moi du patient. Cette rencontre ratée est une condition sine qua non à ce qu'une autre puisse avoir lieu, cette fois dans le champ du désir et non dans celui de la demande. Dans ces circonstances, il conviendra de suivre les indications laissées par Lacan à propos de la position de semblant d'objet petit a. Avec le patient dont je parlais à l'instant, lors des premières séances, ces demandes adressées directement au clinicien étaient particulièrement insistantes. Quels conseils pouvez-vous me donner? Comment je peux faire pour ne plus être angoissé? N'y a-t-il pas des livres ou des lectures que vous pouvez me conseiller? Ces demandes doivent être entendues et examinées, mais en aucun cas trouver réponse chez le clinicien, sans quoi la question du désir qui les sous-tend ne pourra être traitée. La traversée de ce désir ne pourra avoir lieu que si le clinicien incarne la position de semblant d'objet petit a. Objet sans sexe, sans culture, sans couleur, objet invisible qui ne sait rien, ne voit rien et qui entretient le manque chez celui qui parle, pour qu'advienne le désir, qu'il puisse être reconnu et enfin construit avec soin. Cette délicate position clinique, qui vise à favoriser l'association libre, est en opposition radicale avec celle prônée par certaines pratiques analytiques où le praticien parle pour interpréter à partir de ses propres associations, ce que Colette Soler qualifie, humoristiquement ou non je ne sais pas, de position de suppôt du grand autre.